Et avec nous, Myriam Benrad, bonjour. Merci de nous rejoindre encore sur France 24. Vous êtes géopolitologue, autrice notamment de ce livre, La loi du talion, le Proche-Orient dans l'engrenage de la violence. Steve Witkoff, pour commencer, qui dit qu'il va rendre compte à Donald Trump de la situation humanitaire à Gaza. Est-ce que c'était important vu que les images circulent partout ou c'est de la communication politique ? Alors, les images que vous venez de montrer qui sont apocalyptiques et qui montrent tout de même à quel point la situation humanitaire à Gaza est accablante créent indiscutablement une pression politique internationale quand je dis politique, une pression des sociétés civiles à travers le monde sur l'administration américaine qui, comme vous venez de le souligner, jusque-là était plutôt dans des effets de communication sans beaucoup de changements sur le terrain, mais ces images qui sont absolument insoutenables. Et puis, bien sûr, l'aide humanitaire, alimentaire, notamment aujourd'hui larguée depuis les airs par un certain nombre de pays, dont la France, montre à quel point on est vraiment en situation désespérée à Gaza. Donc, il y a des enjeux, si vous voulez, réputationnels pour les Américains, peut-être plus pour les Israéliens aujourd'hui, mais pour Donald Trump et son administration, c'est certain. Steve Witkoff promet aussi d'élaborer un plan visant à livrer de la nourriture et une aide médicale aux habitants de Gaza. Myriam Benrad, pour faire un peu de prospective, quelles peuvent en être les grandes lignes, sachant que jusqu'ici, la GHF, la Fondation humanitaire pour Gaza, a échoué? Oui, le problème au-delà, je dirais, de cette fondation qui est très controversée, qui a créé de nombreux scandales en raison des modes de distribution de l'aide, des nombreux morts qui auraient été pris pour cible par l'armée israélienne. Bon, il y a toute une guerre de communication autour de cette fondation, mais essentiellement, le problème est que les États-Unis et Israël refusent depuis un certain temps de se coordonner avec l'ONU, qui a chiffré les besoins en aide alimentaire à 62 000 tonnes, c'est-à-dire l'équivalent de 2000 tonnes par jour pour répondre dans l'urgence aux besoins d'une population qui, je le rappelle, représente 2 400 000 habitants. Ce sont les chiffres de l'ONU. Il y a des chiffres qui sont en fait un peu plus alarmants encore. Donc là, on est vraiment sur des mesures dérisoires d'urgence, mais dérisoires qui ne peuvent pas se substituer à une stratégie humanitaire qui soit, encore une fois, coordonnée avec la communauté internationale. Et la communauté internationale, ce sont les Nations Unies. Or, vous le savez, depuis de longs mois, les États-Unis et Israël sont en guerre contre le système onusien et notamment l'UNRWA et d'autres agences qui permettraient la distribution de cette aide. Donc, il va falloir que ça se débloque à ce niveau-là parce que cette fondation humanitaire ou d'autres, je dirais, d'autres initiatives éparses ne vont pas du tout suffire. Puisque vous abordez la question du lien entre ces organismes connus et reconnus pour leur expertise dans la distribution de l'aide internationale, on pense aux fondations onusiennes et aux autres, comment expliquer justement que le lien soit aujourd'hui autant distendu entre les États-Unis, Israël d'un côté et le reste des agences de l'ONU de l'autre, et comment faire en sorte justement que ça se débloque, comme vous dites? La seule manière de débloquer la situation sans nécessairement prédire, je dirais, de retour d'Israël et des États-Unis vers le respect de la norme internationale, parce que c'est quand même le fond du problème. Aujourd'hui, on a un État, Israël, qui considère qu'il n'est pas tenu par le droit international. Les États-Unis de Donald Trump se sont finalement alignés sur cette position qui est celle du cabinet de Netanyahou. Je ne dis pas évidemment de toute la société israélienne, de toutes les élites israéliennes, mais en tout cas la position de Netanyahou. Et voilà, donc ça a donné lieu à une délégitimation de l'UNRWA, qui est l'agence chargée des réfugiés palestiniens. Ça a donné lieu à toutes ces séries de blocages concernant non idéalement la levée du blocus, mais des passages de camions d'aide alimentaire face à une situation qui, on le savait il y a déjà longtemps, était en train de se détériorer au point de culminer dans une famine. Et puis, je voudrais dire une chose, le retour de l'ONU, c'est aussi le retour des ONG, parce que je n'ai pas parlé des acteurs non étatiques, mais les ONG sont aussi contraintes par cette situation et ne peuvent pas réellement faire leur travail. Professeur Myriam Benrad, l'humanitaire dans ce contexte n'est qu'un élément de réponse, nous sommes d'accord. Quelle place pour
la politique, les pourparlers ayant échoué entre Israël et le Hamas. Pourparlers indirects, les lignes n'ont pas bougé. Mais aujourd'hui, je pense que ce qu'on voit très clairement sur les images que vous avez diffusées, c'est qu'on a un effondrement de l'ordre public à Gaza. Ça va au-delà, si vous voulez, de la défaite militaire du Hamas, de l'élimination de ses chefs. On est bien au-delà de ça. On voit des foules de civils devoir se ruer vers une poignée, je dirais, d'aide alimentaire, un peu de maïs, un peu de riz, de la farine éparpillée. Enfin, c'est complètement... c'est une situation vraiment qui va au-delà de l'entendement et qui, on le sait, oui, signifie un effondrement de l'ordre public avec le risque d'une aide détournée parce que bien sûr, sur cet effondrement se développe le crime organisé, toutes sortes d'activités illicites, toutes sortes d'abus supplémentaires contre les civils. Et c'est le résultat de, comme vous venez de le souligner, de cette négation, de ce déni du politique, puisqu'on savait depuis le départ que bombarder et affamer une population, ça ne va pas permettre d'assurer une transition à Gaza si l'idée est en effet de préparer une transition post-Hamas. Dans ces conditions, et c'est ma dernière question, professeur Myriam Benrad, quel levier politique pour des acteurs comme la France, par exemple? Alors, ce qu'on voit quand même très clairement à travers ces largages d'aide, la diffusion de ces images, bon, sur fond évidemment de prise de conscience de plus en plus sérieuse. Elle a toujours été là, cette prise de conscience, mais elle est quand même aujourd'hui beaucoup plus forte, je pense, parmi les nations, parmi la communauté internationale, que cette situation n'est plus acceptable. Donc la France accroît sa pression. Aujourd'hui, Israël risque quand même, au-delà des pays du Sud global qui ont... D'ailleurs, même pour certains, rompu leurs relations diplomatiques et tenu une position, je dirais, extrêmement critique dès le départ. Aujourd'hui, on voit des alliés traditionnels d'Israël se retourner contre Israël en quelque sorte. Donc, ce que peut perdre Israël dans la continuation de cette guerre devient tout de même très risqué. Et je pense que c'est sans doute ce qui incite aussi les États-Unis, bien sûr, à eux-mêmes. Voilà, on voit les images à l'écran, à prendre peut-être leur distance et à essayer de trouver une issue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam Benrad, d'avoir été avec nous sur France 24, géopolitologue, autrice notamment du livre à paraître qu'on va voir affiché à l'antenne, La loi du talion, le Proche-Orient dans l'engrenage de la vengeance. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin.